Et on est avec François Durovray, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau ministre des Transports. L'examen du budget qui entre dans le vif du sujet aujourd'hui à l'Assemblée. On va voir que se déplacer va en réalité coûter plus cher. Et puis on va revenir aussi sur votre tentative pour réconcilier les automobilistes et les cyclistes. Mais je voudrais d'abord qu'on parle des taxes parce qu'elles vont notamment se concentrer sur l'automobile. La prime à la conversion, cette aide qui pouvait aller jusqu'à 5 000 € pour changer sa vieille voiture pour une nouvelle. Est-ce que d'abord ça c'est terminé? Non, vous dites ça va coûter plus cher. Je ne suis pas forcément d'accord avec votre affirmation. L'État accompagne les automobilistes, accompagne également le changement des modes de déplacement, l'acquisition de véhicules électriques. Vous savez que l'an dernier, le leasing social a été un grand succès, qu'il y a la prime à la conversion qui est utile notamment pour les automobilistes qui doivent se rendre dans les zones à faible émission, qu'il y a également le bonus-malus. Simplement, les règles du jeu... Mais tout ça va baisser. Non, mais les règles du jeu évoluent tout simplement parce que, et c'est une bonne nouvelle, le parc automobile évolue, que les constructeurs construisent des voitures qui aujourd'hui sont plus écologiques qu'auparavant, et donc nous subventionnons, nous accompagnons les automobilistes sur des véhicules plus vertueux. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, la prime à la conversion, sur laquelle je vous interrogeais à l'instant, c'est une aide qui pouvait aller jusqu'à 5 000 € pour changer sa vieille voiture pour une nouvelle. Est-ce que cette prime à la conversion va être maintenue? Alors, les choses sont en débat, notamment avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'écologie, avec laquelle nous discutons. Le sujet de la prime à la conversion, c'est principalement de rendre accessibles les villes sur lesquelles il y a une mise en place de zones à faible émission. Paris et Lyon. Je suis attentif également à ce qu'on puisse aider, quand vous dites prime à la conversion, le rétrofit des véhicules. Je ne sais pas si vos téléspectateurs savent de quoi il s'agit. C'est lorsque vous avez une voiture que vous avez envie de conserver, mais changer le moteur, passer d'un moteur thermique à un moteur mais ça, électrique. c'est autre chose. Là, vous me parlez d'autre chose, François Durovray. Moi, j'entends bien, ça, c'est autre chose et c'est très intéressant. Mais la prime à la conversion, c'est la prime à la conversion. Et la prime à la conversion, elle pouvait aller jusqu'à 5 000 €. En fait, vous êtes en train de me dire qu'elle va peut-être être maintenue uniquement si vous vivez près d'une zone à faible émission. Ça fait partie des sujets qui sont sur la table, qui ne sont pas encore tranchés. Donc, elle ne va plus être une prime nationale. Peut-être. Non, mais sincèrement, aujourd'hui, je vous ai indiqué, il y a 3 dispositifs. Nous sommes en train, avec mes collègues du gouvernement, de définir les règles du jeu pour l'an prochain, avec Mais possiblement... comment vous définissez, c'est-à-dire que moi, je veux bien que Bien vous sûr. existe, mais comment vous allez définir Que ce soit le plus juste c'est-à-dire, possible. il y a ceux qui vont bosser dans les centres-villes de ces villes-là, mais qui n'y habitent pas forcément. Comment vous allez définir qui sont ceux qui pourraient y prétendre? Est-ce que c'est ceux qui vivent géographiquement dans les centres de Paris ou de Lyon, ou est-ce que c'est ceux qui potentiellement vont être amenés à les traverser? Ceux qui doivent, pour se rendre à leur travail, aller dans une zone à faible émission. Là aussi, je pense que c'est une question de justice. C'est de toucher les automobilistes qui sont concernés par les règles de diminution de la pollution. Pareil, vous parliez du leasing social. Le leasing social, on s'est rendu compte dans les faits que ça n'était pas vraiment prolongé. C'est-à-dire qu'il y a eu un coup d'envoi, d'ailleurs avec beaucoup de difficultés pour les concessionnaires à se faire payer les voitures qu'ils avaient déjà commencé à délivrer. Est-ce que vous allez le poursuivre? De la même façon, oui, le leasing social sera poursuivi avec des règles qui vont sans doute évoluer, notamment pour les raisons que vous venez d'évoquer. Les concessionnaires, ça a été un grand succès, mais avec aussi des difficultés de mise en œuvre sur lesquelles les concessionnaires, les constructeurs nous alertent. Et il est normal que nous adaptions le dispositif pour le rendre plus efficace, à la fois pour l'écologie, parce que l'enjeu, c'est de réduire les gaz à effet de serre, mais aussi qu'on touche les bons publics et que notamment les Français les plus modestes. Augmenter le malus, diminuer le bonus, le malus donc pour les véhicules thermiques, le bonus pour les véhicules électriques? Par exemple. Ça, c'est une des pistes également? Par exemple, oui. Mais- Les choses seront arrêtées d'ici la fin de cette année. Vous comprenez que le gouvernement a été nommé il y a Mais on un entendait mois. tout à l'heure un certain nombre d'auditeurs qui disaient mais moi j'aurais pas acheté la voiture électrique si j'avais pas été aidé. Oui. Et comme vous le voyez Ça reste un aussi, luxe aujourd'hui. ça a été le mondial de l'auto vient de se terminer. Vous voyez que les constructeurs mettent sur le marché des véhicules qui sont beaucoup moins coûteux qu'ils ne l'étaient auparavant. Et fort heureusement, le véhicule électrique, le prix du véhicule électrique va continuer à diminuer. C'est une bonne nouvelle. On doit s'adapter à cette nouvelle donne. Donc on n'a plus besoin en fait d'aider. C'est ça que vous dites. L'État, il est là pour impulser la démarche. Après, à mesure que le marché se construit, il est normal que nous adoptions encore une Avec fois le une niveau des question aides. que j'ai trouvé très intéressante posée tout à l'heure par Lionel. Lionel, il nous appelait de Brive-la-Gaillarde. Il était garagiste. Il a fini par fermer son garage parce qu'il dit en fait, il y a un décalage entre les promesses et la réalité. La réalité, c'est que les Français achètent peu de voitures électriques, qu'ensuite ils en sont quand même déçus quand ils en ont et qu'ils viennent chez nous, mais nous on peut rien faire parce que les garagistes en réalité n'ont pas la main. Et il avait cette expression, il disait ça a été un choix politique, mais pas un choix industriel, avec des conséquences industrielles
très grave. Est-ce que vous répondez à ça? Ce qui est clair, c'est que la politique doit, s'appuyer sur, l'évolution industrielle et les constructeurs avaient alerté, sur, les risques de démarches en termes de calendrier ou d'électrification trop rapide du parc. Les décisions ont été prises à l'échelle européenne voici quelque temps. Désormais, il y a une course contre la montre qui est engagée. Le sujet, encore une fois, c'est d'accompagner, les Français. Vous disiez, la vente de véhicules électriques, baisse. Ce n'est pas vrai s'agissant des Français, c'est vrai s'agissant des flottes d'entreprises. Et donc, vous voyez dans les Mais qui était mesures. quand même un des points qui tirait le marché. Ah bah, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mmh. 25% des véhicules sont électriques pour les particuliers, 15% seulement pour les entreprises. Mmh. Donc nous avons, et ça est là aussi en débat, nous avons à regarder de quelle façon on accompagne et comment les entreprises accompagnent ce mouvement En d'achat de particulier véhicules électriques. pour les entreprises. Je parlais à l'instant des conséquences industrielles d'un Mmh. choix politique sur Ouais. l'électrique. C'est Lionel qui nous en parlait Mmh. depuis Brive-la-Gaillarde. Il y a aussi Sylvain qui est en ligne avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour Apolline. Sylvain, j'allais dire comment ça va parce que c'est difficile. Je crois que vous travaillez pour Valeo. Valeo, on le Oui, sait, est dans une situation extrêmement périlleuse, notamment dans son usine de la Sarthe, où oui, les ouvriers sont en grève aujourd'hui. oui, Valeo, c'est ce sous-traitant automobile. Vous avez une question, je crois, pour le ministre des Transports qui vous écoute, Sylvain. oui. Bonjour Monsieur le Ministre. Donc ma question, moi, c'est du coup, que comptez-vous faire pour maintenir les emplois des salariés Valeo en France aujourd'hui, avec tous les mouvements de grève qu'on continue et enfin auxquels on assiste, et en fin de compte, l'avenir des sites qui est plus que compromis, notamment celui de la Suze sur Sarthe, dont moi je fais partie. Monsieur le ministre. Alors, Sylvain, d'abord, je partage les inquiétudes qui peuvent être manifestées par un certain nombre de salariés. C'est vrai que l'industrie automobile aujourd'hui est face à une transformation inconnue depuis des années. L'État est là pour accompagner l'ensemble des industriels, les constructeurs, mais également les équipementiers comme Valeo. La France a la chance d'avoir une industrie automobile qui reste forte, avec cet enjeu de l'électrification qui va changer la donne, mais sur lesquels il y a aujourd'hui aussi beaucoup d'espoir. On voit que des gigafactories sont en train de s'installer en France. Oui, mais il y a des On voit que gigafactories d'un côté, et puis il y a l'usine mais- de la Sarthe qui fait des refroidisseurs de batteries, mais notamment. c'est le propre de n'importe quelle transformation qu'il y ait des entreprises dont le volume évolue à la baisse et d'autres qui évoluent à Donc la vous hausse. lui dites Et le quoi, rôle de Sylvain? l'État, Tant pis, il a l'État, qu'à aller c'est s'installer la- dans la non, vallée des batteries. non, le rôle de l'État, c'est justement d'accompagner et de faire en sorte que des industries, en l'espèce l'industrie qui est dans la Sarthe, puissent continuer à produire, mais produire peut-être des choses qui seront différentes demain que celles qui ont été produites par le passé. Et moi, encore une fois, ce que j'ai vu notamment lors du Mondial de l'Auto est plutôt rassurant sur la capacité des entreprises françaises à s'appuyer sur les innovations technologiques. Ils sont en grève et ils envisagent la grève illimitée à la Suze-sur-Sarthe. Qu'est-ce que vous leur dites? Bah, je leur dis tout simplement que nous allons, avec le gouvernement et notamment le ministre de l'économie, regarder la situation que je ne connais pas précisément s'agissant de l'entreprise de la Sarthe, mais que le rôle de l'État, encore une fois, c'est d'accompagner ce mouvement et Et de faire vous en pourriez sorte emmener qu'il y a- le ministre de l'Industrie là-bas, hein. J'imagine, Sylvain, que vous mais seriez bien prêt à sûr, les accueillir, hein. mais bien sûr, et je suis prêt à y aller. Je suis prêt à m'y On rendre. vous attend. Mm. On est en débrayage et en mouvement nous depuis 13h20 hier, et du coup c'est pas prêt de s'arrêter, sachant qu'il faut dire quand même que l'État est actionnaire de Valeo à hauteur de 7%, donc je pense que vous avez aussi votre Bien sûr, notre mot à votre dire. rôle à jouer là-dedans, bien sûr, et que nous on constate quand même depuis quelques années des choix en fait voulus et stratégiques de la part du groupe, on va dire de plutôt délocaliser les productions vers des pays low cost. Ça on sait que c'est aussi à la demande des constructeurs comme Monsieur Tavares du groupe Stellantis, qui dit clairement aux équipementiers, nous ne voulons plus travailler avec des sites, par exemple français, on va plutôt aller se tourner vers des sites low cost pour la réduction des coûts. Donc on dit c'est bien, il faut faire baisser le coût des véhicules électriques, en effet. Par contre, c'est à quel prix, quoi. Ça ne doit pas être au détriment d'usines de sous-traitants comme Je la vôtre. partage. Sylvain, merci en tout cas d'être passé par le 32-16 et bon courage à vous et à tous ceux avec qui vous travaillez qui sont donc en grève, je le rappelle, depuis hier 13h. François Durovray, vous avez reçu hier les associations de cyclistes. C'est une semaine après la mort de Paul, qui est ce cycliste qui a été écrasé, semble-t-il, délibérément par un conducteur en plein Paris sur une voie cycliste, le conducteur d'un SUV. Vous espérez pouvoir réconcilier automobilistes et vélos. Est-ce que aujourd'hui, vous en avez les moyens? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas développé une forme de jungle ou en tout cas de loi du plus fort, notamment dans les centres-villes? D'abord, cette mort de Paul Varry a suscité une émotion immense et légitime.
Et il est normal qu'en tant que ministre des Transports, je reçoive les associations cyclistes quelques jours après cet événement pour voir les leçons que nous en tirons collectivement. Il y a la question des aménagements cyclables, qui sont réalisés aujourd'hui par de nombreuses collectivités. On voit les pistes cyclables se réaliser, se construire un peu partout en France. Mais il y a aussi des sujets comportementaux. Et comme vous l'indiquez à l'instant, c'est vrai que parfois ça donne le sentiment de la jungle. Or, la route, ça ne doit pas être la jungle. Ça doit être un espace qui doit être davantage Mais apaisé. vous allez faire comment? Et il faut que les automobilistes, les cyclistes, les piétons apprennent à vivre davantage ensemble. Comment? Par l'éducation. Et il y a sans doute à revoir de quelle façon, dès le plus jeune âge, nous apprenons aux uns aux autres à partager la route. Par la question de la répression également. Et il faut être très vigilant lorsqu'il y a des comportements violents à ce que... Côté automobile ou aussi côté, mais à tout point vélo de vue, qui ne il ne respecte s'agit pas de toujours les feux? stigmatiser un usager de la route par rapport à un autre. Il faut tout simplement que chacun respecte les règles du jeu. Et c'est vrai que ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière, et je pense que vos téléspectateurs en sont témoins malheureusement très régulièrement, c'est que tout le monde ne respecte plus les règles de la route. Et avec mon collègue Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, nous souhaitons mettre en place, j'ai annoncé la mise en place d'une mission contre les violences et pour protéger tous les usagers de la route, c'est de voir de quelle façon nous pouvons faire évoluer les règles pour que la route soit un espace apaisé où tout le monde se sent protégé. Merci beaucoup François Durovray. Une dernière question parce qu'on a parlé d'écotaxe ce matin. Elle revient par l'Alsace qui vient de voter le retour de l'écotaxe, 15 centimes par kilomètre pour les poids lourds. Est-ce que c'est une chose dont vous pourriez vous inspirer sur le reste du pays ? Alors d'abord, la loi permet aujourd'hui aux collectivités locales, c'est pas le cas de l'État, aux collectivités locales de mettre en place une écotaxe. Vous avez vu qu'en Alsace, la situation est très particulière parce qu'il y a une autoroute en Allemagne où le coût... Parallèle. Parallèle sur la rive droite du Rhin où le coût de passage pour un camion est de 50 centimes du kilomètre alors qu'aujourd'hui en France, en Alsace, c'est gratuit avec un effet de déport. Donc beaucoup de camions qui aujourd'hui polluent, usent l'autoroute française. La collectivité alsacienne a souhaité mettre en place cette écotaxe. C'est plutôt une bonne chose si je vous entends. C'est plutôt équilibré. C'est à la fois une bonne chose pour éviter effectivement ces passages de véhicules et il y a des mesures compensatoires qui doivent être discutées pour éviter que les acteurs économiques... Rien de prévu. Rien de prévu, non. Merci beaucoup, monsieur Merci à vous. le ministre donc délégué au transport François Durovray d'avoir répondu à toutes mes questions et aussi à celles des auditeurs. On pense particulièrement à Sylvain.